Bien, je vous propose de démarrer ce webinaire sensibilisé sur le climat et l'environnement au sein de son entreprise. Donc, ce webinaire est co-organisé par Alumni for the Planet et par l'Association des alumni des arts et métiers. Son délégué général vous dira un mot d'accueil juste après moi. Donc, en introduction, donc, moi, je suis Michel Salem-Sermanet. Je suis le président de l'association Alumni for the Planet qui a été créée il y a 3 ans, dont l'objectif est d'aider les alumni à agir au sein de leur entreprise en faveur du climat et de l'environnement. Alors pourquoi les alumni? Parce qu'ils occupent très souvent des postes à responsabilité au sein de leur entreprise et donc leur action peut avoir un impact important et rapide sur les questions de climat et d'environnement. Alors pour toucher un très grand nombre d'alumni, nous coopérons avec des associations d'alumni, comme les alumni des arts et métiers. Il y a plus d'une centaine d'associations d'alumni qui nous ont rejoints depuis 3 ans. Et ce que nous faisons... Alors, je vous propose d'éteindre votre micro, merci, mais salut également. Et donc, ce que nous faisons concrètement, essentiellement 2 choses. D'abord, nous aidons à mettre en contact des collaborateurs qui souhaitent agir au sein de leur entreprise. Pour cela, il suffit de vous enregistrer sur le site d'Alumni for the Planet, c'est gratuit, et il y a déjà 4000 personnes qui sont enregistrées, ce qui vous permet, par un moteur de recherche interne à notre site et une messagerie également intégrée au site, de rentrer en contact avec les personnes qui se sont enregistrées et qui sont de la même entreprise que vous. Et régulièrement, voilà, des petits collectifs se créent au sein des entreprises grâce à cette fonctionnalité. Et puis, ce que nous faisons par ailleurs, qui est l'essentiel de notre activité, c'est ce que nous allons faire ensemble ce soir, c'est d'organiser avec des associations d'alumni partenaires des webinaires d'accompagnement au passage à l'action. Alors, il y en a de 2 sortes. Les webinaires comme ceux de ce soir s'appellent « Inspirer le passage à l'action » et ils mettent en scène des intervenants de grande qualité qui vous indiquent comment ils sont en train de passer à l'action dans leur entreprise et ça vous montre que oui, c'est possible que vous-même, vous passiez à l'action à court terme dans votre entreprise. Et nous avons un webinaire d'un autre type. Merci de couper, merci. Un webinaire également d'accompagnement dans la durée, donc les premiers inspirer le passage à l'action, les autres accompagner dans la durée, que je vous encourage également à suivre. Là, on n'a pas de témoins, on n'a pas d'intervenants, ce sont des travaux en petits groupes où les personnes qui ont déjà engagé des actions échangent entre elles en intelligence collective pour s'entraider à lever les obstacles pour la transformation de leur entreprise. Alors ce soir, ce webinaire, donc inspirer le passage à l'action dans le domaine de la sensibilisation à grande échelle sur les enjeux du climat et de l'environnement, donc va faire intervenir 2 intervenants de grande qualité. D'abord, Raphaël Zaccardi, qui est l'ex-dirigeant de Caterpillar France et qui s'est investi plus récemment au sein d'une association, la Convention des entreprises pour le climat. Donc, il vous décrira en particulier pourquoi il est très important que les entreprises se mobilisent pour contribuer à la transformation de notre pays sur les enjeux du climat et de l'environnement et pourquoi il est important que l'ensemble des collaborateurs se mobilisent au sein des entreprises. Et ensuite, vous aurez le témoignage de Tamara Naon qui vous racontera comment elle agit au sein de son entreprise Technip et en particulier comment elle contribue à déployer à grande échelle des actions de sensibilisation et en particulier la fresque du climat au sein de son entreprise et comment c'est possible que vous aussi vous engagiez ce type d'action. Avant de démarrer, je voudrais évidemment remercier très chaleureusement, en plus des 2 intervenants, l'Association d'alumni des arts et métiers, la SOS, en particulier son délégué général, qui dira juste après moi un mot d'accueil, mais également son président et sa vice-présidente chargée de l'environnement, donc Valérie Prulière, qui ont bien voulu co-organiser ce webinaire de ce soir. Je remercie également Gérard Capelli du groupe professionnel Développement Durable, ainsi que Simon Guillaume, qui ont aidé à organiser ce webinaire. Voilà, merci encore pour votre présence très nombreuse ce soir et je passe tout de suite la parole à Albin Cantalupo, délégué général de la SOS. Oui, merci Michel. Donc Albin Cantalupo, délégué général de la Société des ingénieurs arts et métiers. Alors je tiens à excuser Valérie Prulière, vice-présidente internationale projet RSO, qui ne pouvait être avec nous
Et remercier par contre de sa présence Thierry Lucotte qui normalement a pu se libérer pour pouvoir participer à ce webinaire. Rapidement, au niveau d'Arts et Métiers Alumni, c'est les anciens élèves de l'École nationale supérieure des arts et métiers qui se trouvent au cœur des enjeux de renaissance industrielle, socialement responsable. On est aussi connu sous le surnom de Gazar. Alors, c'est une communauté de 62 000 membres, dont 35 000 cotisants, qui sont répartis dans 185 groupes territoriaux, nationaux, internationaux, une quarantaine de groupes professionnels et 565 promotions, dont la plus ancienne vivante est 1935. Alors, challengés par nos plus jeunes et conscients des enjeux sociétaux et environnementaux qui sont devant nous, nous venons de redéfinir au sein de l'association notre vision. Et en quelques mots, c'est que nous voulons devenir une force d'influence incontournable de la transformation environnementale, sociétale, industrielle et numérique en France, tout en contribuant à l'épanouissement professionnel et personnel tout au long de la vie. Ceci s'inscrit parfaitement dans la nouvelle identité commune élève-école-alumni qui vient d'être annoncée ce matin, le hasard des calendriers, dans une conférence de presse commune avec leaders des industries responsables, qui se décline au niveau des élèves à devenir les leaders des industries responsables, au niveau de l'école, former les leaders des industries responsables, et pour les alumni, être les leaders des industries responsables. Alors, au niveau de l'association, on est conscient que le travail ne fait que commencer. Bien qu'ayant été classé première association dans le classement Change Now d'octobre dernier, en effet, nous avons plusieurs de nos groupes professionnels qui organisent des conférences, webinaires, ateliers ouverts à tous sur le sujet des transitions et de la RSE, dont le groupe professionnel, bien sûr, Développement durable et RSE, dont on vient de parler. Alors, je n'aborderai pas les différentes actions qui sont menées par les élèves et l'école. Je resterai focalisé sur l'action de l'association. Et ce soir, on a deux représentants très impliqués de ce réseau, avec ce casting original, un homme, une femme, un dirigeant aguerri, une jeune embauchée. Et j'espère qu'au travers de leur parcours inspirant, nous serons nombreux et encore plus nombreux sur ce sujet environnemental à nous engager. Michel, je te laisse la suite. Merci beaucoup, Albin. Et encore une fois, un grand merci à la SOS pour l'organisation de ces pistes très concrètes pour vous aider à passer à l'action, puisque la plupart d'entre vous, si vous êtes venus assister à ce webinaire, c'est que vous souhaitez contribuer à la transformation de votre entreprise et que vous souhaitez que votre contribution soit significative. Et donc, vous aurez des témoignages qui vous montreront que c'est possible et qui vous donneront des pistes très concrètes pour le faire. Et ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un impact avec ce type de webinaire. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans maintenant, nous essayons d'évaluer en quoi ce webinaire vous donne des pistes concrètes justement pour passer à l'action. Et nous ferons donc un petit sondage en live, donc nous vous ferons un petit peu travailler avant la fin, donc vers la fin du webinaire, et donc on vous encourage vivement, ça prend 2-3 minutes, à le renseigner pour dire voilà, en quoi ce webinaire vous aurez des questions, vous verrez, c'est très simple, en quoi ce webinaire vous donne des éléments voilà, très concrets pour vous aider à passer à l'action. Alors, le déroulement de ce webinaire se fera en 2 grandes parties. Nous aurons d'abord l'intervention de Raphaël Zaccardi, qui va nous résumer son parcours et nous dire en quoi il est très important que les entreprises s'engagent, et pour cela que l'ensemble des collaborateurs dans les entreprises s'engagent. Et ensuite, après son intervention, nous aurons un temps de questions-réponses, donc à travers le chat que Simon, Guillaume et moi-même nous allons gérer. Ensuite, nous donnerons la parole à notre deuxième intervenante, Naon Tamara, qui vous indiquera voilà, quelles sont les actions qu'elle mène, qu'elle a engagées, quels sont les premiers résultats, quelles sont les difficultés qu'elle a réussi ou pas à surmonter, et quels sont voilà, tous les conseils qu'elle peut donner pour les personnes qui souhaiteraient, comme elle, s'engager à leur tour pour mener des actions comme celles qu'elle a engagées de déployer à grande échelle des ateliers de sensibilisation ou d'autres actions, puisque la façon de procéder relève d'une démarche qui est finalement assez générique. Et nous aurons de la même façon, après le témoignage
de Tamara un temps de l'ordre d'un quart d'heure, 20 minutes de questions-réponses. Et nous terminerons à 19h30. Et donc, je passe tout de suite la parole à Raphaël Zaccardi. Et Raphaël, donc merci beaucoup pour ta participation à ce webinaire. Est-ce que tu peux commencer par résumer ton parcours et les raisons de ton engagement qui sont très fortes sur les enjeux du climat? Merci Michel. Alors, c'est très intéressant d'être ce soir dans cette salle. Nous sommes dans une salle tout près de la direction générale de l'ENSAM, donc là où j'ai terminé mon cursus en 1985. Et donc aujourd'hui, presque 35 ans plus tard, en tout cas, nous sommes en discussion sur comment un élève ingénieur peut devenir dirigeant et évoluer au sein de notre monde actuel. En fait, mon parcours est assez simple. En fait, je suis rentré après mon service militaire classique à l'époque où il était obligatoire dans un colosse, en fait, colosse américain qui s'appelle Caterpillar et qui avait une présence en France. Et donc, en fait, je suis rentré comme jeune ingénieur méthode au sein de l'entreprise Caterpillar France, la filiale qui se trouve à Grenoble. Et j'ai parcouru, en fait, un certain nombre d'exercices, d'initiatives, de projets, de travaux, à la fois très, très proches, en fait, du monde de production et du monde industriel, mais également dans la conception des produits et la réflexion sur les innovations, en général, nécessaires à toute entreprise. Donc, en résumé, mon cursus est très simple. Je suis un vrai gazard au sens classique du terme, industriel, focalisé sur les enjeux de développement des procédés, des techniques, et qui permettent justement à une entreprise de progresser, de réussir dans sa mission telle qu'elle est. Donc, mon parcours, en fait, il m'a permis d'évoluer au sein du monde au sens large de l'usine, ce qu'on appelle une usine, donc le monde de supply chain aujourd'hui ou de production à l'époque, dans différentes facettes de cette activité. Et progressivement, de jeune ingénieur de projet, j'ai commencé à gérer des équipes, à animer des initiatives, des projets pour prendre progressivement au cours du temps des rôles de direction générale de sites industriels plus ou moins petits. Et le colosse Caterpillar étant important, étant largement présent dans le monde, il était nécessaire pour moi, pour bien progresser dans cette démarche, d'appréhender les aspects également interculturels et de diversification justement du monde économique dans lequel nous travaillons. Et donc, en fait, j'ai passé au total la moitié de ma carrière à l'étranger, dans différents rôles de direction générale de petites usines, progressivement d'usines de plus en plus grosses. J'ai fait des allers-retours d'ailleurs entre l'étranger et la France, et au total, donc, comme je l'ai dit, plus de la moitié de mon temps à l'étranger. Et j'étais donc, au cours des 5 dernières années, le président directeur général du site français Caterpillar France, celui qui m'avait accueilli au départ il y a 35 ans. Donc, pour arriver à ce poste, évidemment, j'ai dû appréhender un certain nombre de concepts de gestion et, comme je l'ai dit, aussi de l'ADN de la corporation, c'est-à-dire comment prend-on les décisions, comment il est important de travailler ensemble. Et en résumé, en fait, il était toujours nécessaire d'embarquer l'ensemble des collaborateurs, d'embarquer les parties prenantes. Et c'est tout à fait dans cette logique que quand on parle de RSE, de responsabilité sociétale et environnementale, eh bien justement, on parle de parties prenantes, on parle des employés, des clients, des fournisseurs, des institutions locales, du gouvernement, des politiques, parce que justement, rien ne peut se faire avec une seule personne de façon générale. Donc, c'est un peu le thème, en fait, d'aujourd'hui, c'est comment sensibiliser. Et donc, on parlera plus tard, plus précisément, en fait, de la notion de climat. Donc, en fait, dans mon évolution de direction générale progressive, j'ai commencé à prendre du recul sur la technique, qui était bien évidemment au départ le fondement même de mon cursus universitaire, pour comprendre et appréhender les sujets beaucoup plus humains sur la gestion du changement, la gestion des organisations, la dynamique qu'il faut mettre en place pour embarquer les autres. Et la notion de climat, en fait, n'était pas nécessairement appelée climat pendant longtemps. On appelait ça plutôt dans le monde américain sustainability, donc la notion de développement durable, était quelque chose qui était assez ancré dans l'entreprise, que je ressentais assez fortement comme enjeu en fait
d'apporter quelque chose de mieux à l'ensemble de l'humanité, donc faire en sorte que nos produits, que nos procédés soient les plus vertueux possibles. Et en fait, mon évolution intellectuelle personnelle a progressé dans tout ça, petit à petit, en devenant plus âgé, en réfléchissant à mon impact également sociétal de père de famille, de citoyen au sens large. J'avais la chance de vivre dans une société, dans une ville française qui est assez orientée à ces réflexions-là, à Grenoble. Et j'ai mûri en fait l'idée que je devais aller plus loin, personnellement, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que, encore une fois, membre d'une famille française, vers quelle était ma contribution, ma participation personnelle, professionnelle et d'organisation et de pilotage au sein de l'humanité et de la planète au sens simple du terme. Je dois dire que ma femme a beaucoup œuvré dans cette démarche avant moi, donc j'étais sensible au sujet. Et puis, est arrivé 2 événements importants. J'ai vécu, la dernière expérience professionnelle était en Allemagne, où je suis entré par une petite porte dans une des divisions de l'entreprise qui était beaucoup plus orientée à l'environnement durable que l'est classiquement un engin de travaux publics, puisque j'étais dans la filiale que Caterpillar avait achetée pour fournir de l'énergie électrique à partir de gaz naturel, ou de gaz méthane, ou de gaz bio que l'on pouvait récupérer donc dans le monde naturellement par les clients, par les usagers. En fait, donc ça a été une opportunité supplémentaire pour moi de comprendre en fait qu'une entreprise pouvait apporter du bien fondé et du bien-être à la planète en général, en apportant des solutions les plus vertueuses possibles. Et puis, la gouvernance allemande, que vous connaissez sûrement, de co-responsabilité avec le monde de représentation du personnel, avec les syndicats, m'a également ouvert des pistes encore sur comment participer, comment emmener tout le monde et avoir de vraies discussions de pilotage entre la direction générale et justement les organisations syndicales qui elles-mêmes aidaient à représenter le personnel. Donc en fait, ces années-là m'ont beaucoup rajouté en fait de maturité dans mon propre cursus. Et donc quand j'ai pris la direction générale de Grenoble, j'ai voulu évidemment instiller ou inspirer de ce que je venais de vivre certains éléments, donc la création d'une équipe RSE très très vite dans l'organisation. Et puis en fait, un concours de circonstances, j'ai vu passer sur le web une opportunité. Un certain Éric Duverger, anciennement cadre dirigeant chez Michelin, faisait appel en fait au volontariat pour créer un collectif d'entreprises qui pourrait réfléchir à demain, au monde de demain, qui pourrait réfléchir à comment redessiner la feuille de route, comment redessiner le modèle d'affaires de l'entreprise pour justement s'aligner avec les enjeux de la COP21, les enjeux du Green Deal européen qui sont nécessaires. Donc, j'ai tout de suite été alerté par cette démarche en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est? Comment puis-je faire pour entrer dans cette organisation et dans cette idée? Donc, j'ai passé un entretien de recrutement pour savoir si je pouvais en faire partie. Et bien évidemment, facilement, j'ai eu la question, mais quoi, Caterpillar, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous êtes venu là pour faire du greenwashing. Et en fait, Caterpillar a une mission, a une responsabilité, à la fois en produit et en service. Et mon idée, c'était simplement, justement, nous sommes ce que nous sommes, mais nous avons une responsabilité, nous devons faire en sorte que nous apportions notre graine, notre part à la construction du demain, à la construction d'une humanité, d'une planète durable. Et donc, j'ai dit, OK, nous sommes ce que nous sommes. Je n'ai pas à rougir des projets que l'on fait, mais par contre, je peux probablement apprendre d'autres organisations, d'autres entreprises qui font la même démarche. Et en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans la démarche de la Convention d'entreprise pour le climat, c'était cette notion d'intelligence collective où on va mettre ensemble 150 dirigeants complètement
tout azimut au niveau des business, au niveau de l'organisation, au niveau des tailles d'entreprise, au niveau du genre, pour justement fédérer une réflexion justement de collectif. Et donc, j'ai dit, OK, j'y vais. J'ai donc discuté de ça, évidemment, avec ma hiérarchie au sein de l'entreprise Caterpillar, qui a dit, OK, on fait déjà des choses, tu connais la stratégie de Kating, faisons en sorte que ça corrobore ou ça vienne renforcer nos efforts. Et donc, pour moi, c'était très important de dire la France a signé la COP21. C'est en France qu'on a signé la COP21. En Europe, on a probablement une sensibilité importante sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut faire progresser le groupe et le site français sur le sujet? Donc, je me suis inscrit et puis j'ai démarré en me disant, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Je ne peux que m'améliorer personnellement sur ma compréhension et sur mes devoirs en tant que citoyen et en tant qu'entreprise. Bien évidemment, je dois dire que mes enfants, jeunes adultes, m'ont également sollicité en disant, mais Raphaël, est-ce que c'est pas le moment justement d'aller plus loin au niveau de toutes ces démarches-là? Et ça a été effectivement un bond en avant pour moi de m'engager dans la Convention des entreprises pour le climat. Donc, en un mot, la Convention permet à 150 dirigeants, a permis à 150 dirigeants en fait, de réfléchir pendant une durée de 10 mois, 11 mois, sur les enjeux et sur la capacité que nous avons à justement développer nos propres feuilles de route. Donc, nous avons fait ça chacun dans notre secteur, mais évidemment en partageant, en se challengeant les uns les autres pour essayer d'avoir des feuilles de route les plus robustes possibles. Et j'avais donc 2 missions, faire en sorte que la feuille de route soit pérenne pour qu'elle puisse être exécutée ensuite dans le futur. C'est pour ça que ce sont les dirigeants eux-mêmes qui sont là présents. Et puis, pour répondre à la question en fait de Michel qui était au départ, pourquoi je me suis engagé là-dedans. Donc, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a permis de comprendre à quel point c'était important de participer, non pas simplement en tant que dirigeant de Caterpillar, mais également en tant qu'être humain, en tant que citoyen de Grenoble, en tant que père de famille. Et donc, j'ai décidé, en fait, à la suite de ça, de rejoindre en fait la Convention des entreprises pour le climat, l'association elle-même, pour apporter ma pierre à l'édifice et faire en sorte que cet effort de 150 ne s'arrête pas là, ne soit pas 20, parce que 150 entreprises, alors qu'il y en a probablement je sais pas, beaucoup plus en France, puissent faire rebond, puissent faire déploiement. Et donc, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis en congé sabbatique pour l'entreprise et je travaille activement au déploiement de la Convention des entreprises pour le climat. Et nous venons de finaliser la promotion dans la région à laquelle je travaille, c'est-à-dire Rhône-Alpes, avec 150 entreprises à nouveau qui s'engagent pour un programme qui va durer 8 mois jusqu'à la fin de l'année. Et je serai là, j'étais là pour les aider à les recruter, faire en sorte qu'ils comprennent le bien fondé et l'intelligence du projet. Et puis, tout au long maintenant de la démarche, de les accompagner pour faire en sorte qu'eux aussi finalisent une feuille de route à la fin de l'année. Donc, effectivement, la convention se décline dans plusieurs régions de France aujourd'hui. Dans l'Ouest, ça a démarré effectivement, comme nous le dit Bénédicte, mais également en Provence-Côte d'Azur, également en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, avec plaisir, je peux également communiquer que l'ENSAM de Cluny a décidé de rejoindre la Convention des entreprises pour le climat de la Franche-Comté en tant qu'association, en tant qu'organisation qui va se poser les questions. Quelle est la feuille de route de l'école en ce qui concerne l'ENSAM pour l'avenir? Voilà, donc une très très longue réponse à une question, mais en fait, pour vous dire à quel point mon parcours a évolué progressivement et m'a permis aujourd'hui de prendre la dimension en fait de la responsabilité d'un dirigeant, d'une entreprise, pour que nous puissions aller plus loin dans nos efforts que nous avons à mener tous ensemble. Merci beaucoup Raphaël pour ce début de témoignage. J'ai oublié de préciser que Raphaël était Cluny 82, puisque tu parlais voilà, de la Convention des entreprises pour le climat dans cette région. Est-ce que tu peux également nous dire, peut-être en prenant un peu de recul, en tant qu'ancien dirigeant de Caterpillar France et en tant que membre actif maintenant bénévole de la Convention des entreprises pour le climat, pourquoi, sur cet enjeu du climat et plus généralement de l'environnement, les entreprises ont un rôle fondamental à jouer? Voilà, l'État a un rôle à jouer, les collectivités, les citoyens, mais les entreprises ont un rôle également fondamental à jouer. Est-ce que tu peux un peu
donner ton point de vue sur cette question. Très bien, mais en fait, je pense que Tamara reparlera de ça après. La meilleure manière de répondre à cette question, c'est de réfléchir à la façon dont la fresque du climat aborde le sujet justement de l'action. Hein, j'ai vu qu'il y avait des commentaires sur l'action ou la non-action. En fait, l'action est importante, elle est valable pour tout le monde. On a l'habitude d'utiliser le terme de colibri en disant chacun fait sa part. Évidemment qu'on peut sembler naïf en disant tiens, pourquoi est-ce que moi, individu lambda, je peux arriver à changer les choses? Et en fait, la réflexion, elle est exactement sur ce que vient de dire Michel, c'est-à-dire que personne n'a la réponse, mais tout le monde a la réponse. Et nous ne pouvons pas imaginer que le climat, ou en tout cas les efforts qu'il faut faire, que ce soit en concevant le monde de demain, ou que ce soit en trouvant des solutions de travail, d'organisation, de structure, de produits de demain, se fassent uniquement avec une baguette magique ou uniquement avec le blanc-seing du gouvernement ou de l'entreprise. En fait, les trois acteurs principaux sont le monde économique, les entreprises et les associations qui gravitent autour du monde économique de l'entreprise, les individus, lambda, citoyens, et puis les politiques. Et en fait, aucun des trois ne peut réussir sans les deux autres. Et chacun doit faire sa part pour éviter d'attendre des deux autres. Donc, c'est très facile de tomber dans l'inaction en disant oui, mais moi, j'aurais bien fait des choses, mais si le gouvernement nous donnait les moyens, nous obtenait des règles, etc., ça simplifierait tout. Typiquement, dans une entreprise, la vraie question fondamentale, c'est de dire ok, moi, je suis dirigeant, j'ai compris qu'il faut faire des choses, mais en fait, si je le fais moi et que mes concurrents ne le font pas, je vais donc me mettre à risque de survie, en fait, puisque je pourrais éventuellement, pendant quelque temps, perdre des parts de marché parce que mes concurrents vont profiter je sais pas, de l'inaction ou de la déviation de l'entreprise par rapport au sujet. Donc, évidemment, ça fait partie d'une œuvre de foi, en fait, d'une réflexion profonde pour dire, OK, je comprends qu'en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise, nous devons faire des choses. Je prends le risque de m'orienter vers une direction qui n'est pas exactement celle que nous avons aujourd'hui. Donc, en fait, c'est vraiment la réflexion du redessin du modèle d'affaires. Et si j'arrive en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise, à modeler mon modèle d'affaires qui correspond au futur, oui, je prends un risque à court terme, mais je vais en gagner un à long terme. Donc, c'est encore une fois une question de compétitivité, de survie de l'entreprise par rapport aux autres. Mais l'entreprise est un moteur majeur, en fait, de cette transformation, de ce que nous avons besoin de faire en tant qu'humanité. C'est pour ça, en fait, que je prends autant de temps sur mon temps libre pour embarquer le plus d'entreprises possible, parce que c'est quelque chose de fondamental. Donc, l'entreprise doit bouger, l'entreprise doit solliciter au travers de son propre réseau, son propre écosystème, à la fois ses clients et ses fournisseurs. Bien évidemment, les clients sont peut-être des entreprises, ou sont peut-être des citoyens, ou sont peut-être des institutions politiques. Et donc, on reboucle avec ce fameux triangle parce que chacun a une part à jouer. Donc, c'est important, en fait, que comme monde économique, nous soyons acteurs. En fait, moi, j'ai une très, très grande confiance que c'est par le monde économique qu'on va réussir à changer tout ça. Donc, quand je dis le monde économique, je parle au sens large, bien évidemment. La Société des arts et métiers, par exemple, fait partie de cette définition du monde économique, puisque nous embarquons à ce moment-là un grand nombre de sociétaires qui sont eux-mêmes dirigeants d'entreprise et dans le monde économique. Mais moi-même, individu lambda, je suis également, en général, membre d'une entreprise. Donc, je participe également à la possibilité pour l'entreprise de réussir cette transformation. Et c'est vraiment l'enjeu de toute notre thématique de ce soir, c'est comment, de l'intérieur, je peux également faire bouger l'entreprise. Mais donc, pour l'instant, la posture de cette conversation, c'est je réfléchis en tant que dirigeant, en train de vous dire, il est nécessaire de transformer l'entreprise elle-même et de se prendre en main et de ne pas attendre des politiques, de ne pas attendre des individus, mais d'y aller, de faire sa part. Bien évidemment, faire sa part pour une entreprise, ça veut dire embarquer son écosystème et ça veut dire embarquer son organisation, ses employés, ses dirigeants également.
Voilà, donc c'est très, très important de le faire et on ne réussira pas sans nous, sans le monde économique et sans nous, dirigeants de ce monde économique. Pourquoi je parle de dirigeants? Parce que j'ai vécu ça plein de fois, j'ai été dans plein de réunions, je sais bien qu'il y a des postes de direction de RSE qui sont en train de se créer dans la plupart des entreprises, mais de temps en temps et souvent, en fait, la RSE vient en deuxième pensée. Et si on veut vraiment réussir cette transformation, il faut que la RSE soit vraiment partie prenante intégrée de la stratégie de l'entreprise. Il n'y a pas de distinction en fait entre la direction RSE et la direction générale. C'est pour ça que je me permets d'utiliser le terme de dirigeant. Mais par contre, on reparlera ensuite de comment embarquer les membres de l'organisation et pas uniquement le dirigeant. Mais si ça ne commence pas par le dirigeant, on aura du mal. Alors justement, donc merci de ton intervention, Raphaël, sur l'importance du rôle de l'entreprise et forcément l'importance du rôle du dirigeant de l'entreprise, hein, pour donner la vision, les grandes orientations, etc. Alors, pour finir de planter le décor, hein, avant l'intervention de Tamara, ce qui est intéressant également dans ton témoignage, c'est que tu nous dises, de ton point de vue en tant qu'ancien dirigeant, comment tu vois les initiatives qui sont prises dans beaucoup d'entreprises qui ne sont pas suscitées par la direction, justement, voilà, qui émanent de tout un tas de collaborateurs, je dirais de collaborateurs lambda, qui voilà, s'engagent un jour individuellement et assez rapidement collectivement. Voilà, comment le dirigeant d'une entreprise voit ça? Est-ce que tu considères que c'est absolument indispensable ou est-ce que c'est voilà, quelque chose que tu veux au contraire essayer de gérer, de contrôler voilà, comment est-ce qu'un dirigeant voit ça et voilà, en tant qu'ancien dirigeant de Caterpillar, mais aussi compte tenu des échanges avec de très nombreux dirigeants que tu as eus depuis un an. Oui, en fait, j'ai plusieurs facettes pour répondre. Je peux répondre en tant que dirigeant de la société que je gérais, donc comment j'appréhendais l'opportunité pour les employés de participer, mais également, comme tu viens de le dire, ayant entendu un panel plus large de dirigeants, puisque là, on vient de recruter 150 dirigeants, plus les 150 qui étaient avec moi, ça fait déjà 300 avec qui j'ai pu discuter de ces thématiques-là. Et puis aussi, malgré tout dirigeant que j'étais, tout PDG d'entreprise que j'étais, je n'étais jamais qu'un employé d'un grand colosse de 60 000 personnes. Donc moi-même, à mon tour, je faisais ma part justement de porter l'initiative, porter le flambeau, porter le message que, en tant qu'employé d'un groupe plus grand, je pensais qu'il était nécessaire de faire quelque chose. Donc ma manière à moi de le faire pour moi personnellement, c'était justement de m'engager dans la Convention climat et de rapporter ces messages au sein de la corporation, d'alimenter en fait le think tank de l'entreprise sur les enjeux, comment l'Europe se constitue par rapport à ça, comment la France le fait. Et pour revenir au rôle de l'employé par rapport aux dirigeants, eh bien, j'ai été jeune ingénieur, jeune chef de projet, et puis très vite, comme je l'ai dit, j'ai commencé à piloter des équipes et j'ai compris un peu sur le tard, peut-être au bout d'une dizaine d'années, j'ai vraiment commencé à maîtriser l'idée que rien ne pouvait se faire sans l'organisation des hommes, des femmes qui travaillaient dans l'entreprise. Chaque projet ne pouvait réussir que si on embarquait les organisations le plus tôt possible dans le projet. Donc en fait, là, en général, dans une entreprise, on parle d'un projet de 3 à 4 ans, 5 ans, et puis on dit, tiens, allez, est-ce qu'on a bien pensé à intégrer les personnes? Donc en fait, très tôt, dans ma carrière, j'ai bien évidemment mis beaucoup d'efforts sur la gestion du changement, sur l'appréciation et donner l'appréciation aux employés que leur parole était nécessaire, qu'elle serait écoutée, que pas nécessairement on allait faire du référendum et approuver toutes les décisions, mais qu'il fallait absolument le mettre clairement à l'agenda pour que on entende en fait la perception, le vécu des personnes qui allaient travailler, qui allaient être impactées par le projet. Donc moi, je vous parle de projet, d'un seul coup, on parle de climat. En fait, pour le climat, bah, c'est une dimension encore plus grande, puisque non seulement elle impacte l'entreprise, donc l'entreprise a intérêt à ce que le projet, si on appelle projet, c'est-à-dire la transformation de l'entreprise pour réussir les enjeux qui sont devant nous, ce projet, bah, il va embarquer tout le monde. Évidemment, personne de l'entreprise va être en dehors, et comme je l'ai dit, les parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les institutions locales qui nous aident, les écoles.
Mais également, c'est un phénomène de société au sens société avec un grand S, donc les individus eux-mêmes sont impactés dans leur vivant, dans leur quotidien, que ce soit de la manière dont ils vont se déplacer, la manière dont ils vont s'alimenter, la manière dont ils vont investir et consommer de l'activité. Donc en fait, c'est encore plus important, dans ce cadre-là, de donner le champ, de donner l'opportunité aux employés de s'exprimer. Donc, la manière avec laquelle j'ai eu l'occasion de le vivre, c'était justement de donner l'opportunité à un groupe autonomé en fait de gestion de la politique RSE. Donc, on n'a pas choisi les personnes, on a laissé le choix aux personnes de venir alimenter la réflexion. Et puis, en fait, j'ai eu la chance inouïe personnellement de me retrouver directeur général de l'entreprise et en même temps, parce que ces sujets m'intéressaient beaucoup, de m'engager dans l'animation de la fresque du climat et d'être moi-même animateur et fresqueur. Et donc, une manière pour moi d'obtenir du vécu et de la perception et de l'engagement en fait, des collaborateurs, c'était de faire ça au travers de la fresque pendant les 3 heures et demie où nous étions ensemble à réfléchir sur voilà, la société en général, l'humanité et la planète, comment je pouvais faire en sorte que ça ne soit pas anonyme et sans intérêt, et à la fin, faire en sorte que les activités et les propositions qui venaient étaient aussi connectées avec l'entreprise. Donc, Tamara vous racontera ça beaucoup plus en détail, mais c'était pour moi une manière de démontrer que nous avions envie, besoin, en fait, c'est un besoin vital, de faire participer les personnes sur quelque chose qui était cher à l'entreprise, mais également à l'humanité au sens large, puisque une entreprise a une responsabilité qui va bien au-delà des 4 murs du bâtiment dans lequel nous vivons, nous travaillons tous les jours. En fait, il y a deux manières de faire. Il y a des entreprises qui sont peut-être plus ou moins ouvertes au niveau culture, donc ça dépendra évidemment à chaque fois de la situation. Mais laisser la parole ou donner l'opportunité de s'exprimer, c'est pour moi fondamental dans la démarche. Et ça, de toute façon, c'est une question de survie et de bien-être pour l'employé qui travaille, qui va pouvoir s'aligner entre ce qu'il fait le soir chez lui par rapport à ses enjeux et par rapport à sa compréhension de la contribution planétaire et ce qu'il va faire dans l'entreprise. Et ne pas parler de ça, c'est aller au risque du clash et de perdre les employés, de perdre l'autonomie, de perdre la dynamique et de perdre l'entreprise. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette réponse très complète. C'est vraiment fondamental hein, ce que tu viens de dire et beaucoup de dirigeants avec lesquels nous échangeons nous disent la même chose, hein, qui est que, encore une fois, bien sûr, c'est aux dirigeants de donner la vision et les grandes orientations, mais au sein de ces grandes orientations, pour la transformation de l'entreprise, qui va être pour beaucoup d'entreprises assez radicale, hein, il y a besoin non seulement d'embarquer tous les collaborateurs, mais beaucoup plus que ça, il y a besoin de toutes les initiatives que des collaborateurs pourront prendre. Et c'est ça le message vraiment qui est important à entendre, c'est que ce n'est pas mal vu, et vous le verrez avec le témoignage de Tamara, ce n'est pas mal vu pour un collaborateur de s'engager, c'est au contraire souvent valorisé et attendu. En fait, hein, c'est souhaité, attendu par la plupart des dirigeants, ce qu'on ne perçoit pas toujours parce qu'on va se dire, voilà, moi j'ai ma fiche de poste, je fais bien mon travail, est-ce que je suis légitime pour prendre des initiatives, faire des propositions qui vont bien au-delà et en fait, c'est attendu hein, des entreprises parce que pour faire tourner le paquebot qui est une entreprise hein, de 90 voire plus degrés, en fait, il faut la créativité, les bonnes idées de tout le monde. Hein. Donc ça, c'est vraiment le message qui est très intéressant hein, d'entendre de ta part, mais aussi ton témoignage qui correspond aussi à ce que tu as pu entendre de la part de beaucoup de dirigeants que tu as côtoyés depuis un an. Donc, merci beaucoup, Raphaël, pour ton témoignage. Est-ce que l'on a quelques questions, Simon, dans le chat? Oui, tout à fait. 2 questions. Alors, une première de Sylvain de la Chalon 193, qui travaille dans la gestion de l'eau, notamment la détection de gaspillage et de fuite dans les bâtiments. Il pose la question comment son entreprise et lui peuvent se positionner pour s'inscrire dans ces démarches. Alors, je suis pas sûr je pense que c'est pour moi la question, mais je suis pas sûr de
comprendre vraiment comment répondre. En fait, ces démarches-là, techniquement, concrètement, pour l'entreprise en question, il s'agit de faire appel à des experts pour vous mettre en démarrage de mesures et de comptabilité des fuites ou des gaspillages. Donc, si vous n'avez pas la capacité de le faire tout seul, c'est de faire appel à des experts. Encore une fois, ce qu'on vient de dire, c'est la première chose à faire, c'est de faire appel à votre propre créativité interne avec les employés de l'entreprise, avec les experts qui sont déjà à l'intérieur. Et sinon, évidemment, le plus important, en fait, moi, dans mon expérience, le plus important, ce n'est pas de savoir qui a la réponse, mais d'aller la chercher et de l'obtenir et de la faire transformer en action concrète. Si vous n'avez pas les moyens internes de comprendre comment faire, allez chercher la ressource à l'extérieur. Je pense que c'est ça que tu nous demandes. J'ai cru comprendre que c'était plutôt comment participer ou enclencher, sans se brancher sur des démarches du type CEC ou du type de ce que va présenter Tamara, c'est-à-dire dans son entreprise, initier le mouvement d'une transition, sachant que dans le cadre de son activité, qui est la détection de fuite, c'est vrai que ça contribue notamment à une des dimensions des limites planétaires qui est l'eau. Donc, ça fait partie du schéma, bien sûr. Tout à fait. Donc, en fait, la CEC ne répond pas à cette démarche-là. La CEC réfléchit à comment embarquer, comment aider les dirigeants à aller plus loin dans leur modèle d'affaires et à comprendre qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire pour que justement l'entreprise existe dans 5 à 10 ans, qu'elle soit pérenne dans l'activité. Donc, ce n'est pas vraiment un aspect technique, c'est un aspect plus alignement stratégique du dirigeant. Par contre, encore une fois, la meilleure réponse, c'est si vous n'avez pas l'expertise interne, allez la chercher et surtout, parlez-en avec la direction. Faites en sorte que mettez en avant, c'est vraiment un exemple dont parlait Michel, mettez en avant le fait qu'il y a une opportunité fantastique, il y a une contribution pour la société que vous pouvez à ce moment-là permettre de réussir. Alors, on va passer maintenant, merci beaucoup Raphaël, au témoignage de Tamara. Pour faire la transition, j'indique juste qu'il y a une question sur qu'est-ce que l'on pense du monde sans fin et de Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, comme vous le savez, propose un certain nombre d'actions. Il y a un plan de transformation. Donc, Alumni for the Planet n'a aucune position particulière sur telle ou telle solution. Par contre, Jean-Marc Jancovici souvent met l'accent sur 2 choses. L'action collective, et c'est un exemple de c'est ce que va illustrer Tamara, parce que les actions qui consistent à prendre des initiatives pour transformer l'entreprise de l'intérieur deviennent très vite des actions collectives. Et par ailleurs, Jean-Marc Jancovici souligne souvent la nécessité de bien comprendre le problème à traiter. Et c'est tout à fait l'exemple que l'on va voir maintenant, puisque la fresque du climat, comme d'autres ateliers de sensibilisation, permettre de bien comprendre le problème qui dépasse bien sûr l'entreprise avant de s'engager. Voilà. Alors, je propose donc de passer la parole maintenant à Lille 17, après Cluny 82. Et donc, Tamara Nahon, qui est depuis quelques années, c'est très récent, au sein de la société Technip, a pris une initiative extrêmement engageante et qui peut avoir un impact très important, qui consiste à déployer progressivement à grande échelle la fresque du climat. Donc, est-ce que, Tamara, tu peux déjà nous rappeler, parce que maintenant, on va dire que tout le monde connaît, c'est comme le monde sans fin, mais quand même nous rappeler en 2 mots ce qu'est la fresque du climat, ce que sont ces ateliers de sensibilisation. Tout à fait, merci Michel. Donc bonsoir à tout le monde, et pour les rares parmi vous qui n'ont pas encore participé à une fresque. Donc en fait, une fresque du climat, c'est un atelier de 3 heures. Ça se joue en plusieurs étapes. Et la première grosse étape qui est de reconstituer un peu les causes et les conséquences du changement climatique basées sur les rapports du GIEC. Donc le jeu est actualisé avec les derniers rapports qui sont sortis 2021-2022. Et donc c'est un jeu d'intelligence collective. Ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Cédric Lingenbach, et qui était anciennement directeur du Shift Project, qui est expert climat, qui donnait des cours à Centrale Paris. Et donc avec ses étudiants, il avait trouvé ce moyen pour vulgariser les rapports très denses du GIEC. Et donc après avoir reconstitué les données autour de la physique du climat, en fait, on a vraiment une partie
de jeux de groupe où on va aussi échanger sur nos émotions. C'est un sujet quand même qui peut soulever des émotions très fortes au niveau des personnes. Et puis la dernière partie de débrief du jeu qui est de vraiment réfléchir collectivement aux actions qu'on peut mettre en place. Et donc tout l'intérêt de ce jeu, c'est que c'est pas juste comprendre comment ça marche le climat, mais c'est vraiment aussi créer une dynamique de groupe, donc rassembler des personnes, souvent donc, en atelier citoyen, ça peut être vraiment tout type de personnes avec des profils très différents. Donc on va avoir aussi l'occasion de découvrir le point de vue des autres gens sur ce sujet, puis comment ils l'abordent eux. Et en entreprise, en tout cas nous, notre expérience qu'on a fait, c'est que on fait des groupes avec des personnes du même service. Comme ça, elles peuvent vraiment se concentrer pour réfléchir, OK, dans notre métier, là, dans notre projet actuel, en fait, qu'est-ce qu'on peut imaginer au niveau des actions pour le climat et créer cette compréhension de groupe et aussi accepter avec bienveillance les différents points de vue que les gens peuvent avoir. Pas remettre en cause la partie scientifique, mais les différents points de vue, parce qu'en fait, tout le monde ne va pas être touché de la même manière. Tout le monde ne va pas accepter de faire les mêmes actions, où tout le monde ne va pas avoir le même degré de sensibilité, d'engagement. Et ça, c'est très important pour créer du changement, du changement de comportement. Il faut réussir à embarquer tout le monde et que ce jeu est vraiment pertinent pour ça. Très bien, merci Tamara pour cette rapide remise à niveau. Alors maintenant, première question, puisque voilà, ton ambition est de déployer la fresque du climat à grande échelle au sein d'une grande entreprise comme Technip, est-ce que tu peux nous dire voilà, qu'est-ce qui a déclenché ton envie de t'engager sur ce projet très ambitieux? Ouais. Alors, je peux faire un petit rappel moi, de mon parcours. Donc, moi, je suis encore au tout début. Mais moi, je suis sortie des arts et métiers en 2020. J'ai enchaîné, en fait, j'avais fait une spécialité sur l'énergie. J'avais déjà une sensibilité un peu personnelle sur le climat. Et donc, en troisième année, je m'étais juste dit, bon, voilà, qu'est-ce qui a l'air d'impacter le plus? Ça a l'air d'être le domaine énergétique. Bon, je vais regarder ce que je peux faire là-dedans. Et puis après, moi, j'ai vraiment pris une claque pendant mon stage de fin d'études parce qu'en fait, j'étais en période Covid, donc enfermée. Donc, j'avais rien d'autre à faire que de lire plein de choses et regarder plein de documentaires sur ce sujet. Donc là, pour ceux qui connaissent, là, j'ai descendu la pente du changement jusqu'à très, très bas. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je cherchais une autre formation parce que je voulais compléter mon profil d'ingénieur. Et là, j'ai vraiment décidé que ça allait être plus qu'un engagement rationnel de dire, bon, voilà, j'ai envie de faire quelque chose pour le climat. C'est aussi devenu très, très personnel puisque j'ai vraiment pris le temps d'encaisser tout ça personnellement. Et là, j'avais hésité déjà entre jouer sur un tableau plutôt complémentaire à la formation d'ingénieur et partir à Sciences Po et faire plutôt des relations internationales, des politiques territoriales, des choses comme ça. Et finalement, j'ai eu la chance d'être prise à l'IFP. Donc, j'avais quand même postulé à pas mal de choses différentes pour avoir le choix. Et donc, l'Institut français du pétrole, où il y avait une formation en énergie et marché. Et voilà, c'était l'occasion pour moi d'approfondir un peu mes connaissances sur l'énergie, mais aussi côté économique. Et voilà, c'était vraiment une opportunité qui s'est présentée un peu dernière minute. Je connaissais pas du tout Technip Énergie, mais j'ai eu un entretien et j'ai fonctionné au feeling. Je me suis dit, OK, là, il y a un sujet à prendre. C'est une boîte qui a envie de faire des choses, donc OK, pourquoi pas, je vais terminer ma formation ingénieur là-dessus, puis quitte à faire de politique ou Sciences Po plus tard, je pourrais y revenir. Et donc, moi, mon premier engagement, c'était de dire, OK, je vais mettre les mains dans le dur. Je vais dire, OK, là, c'est un sujet, je vais quand même aller chez des anciens pétroliers qui passent sur du gaz, mais donc voilà, on ne peut pas faire on peut pas faire à pire en termes de climat. Mais ça m'intéressait, j'étais curieuse en fait de voir des gens qui disent vouloir changer de l'intérieur, quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut faire de l'intérieur, sans a priori de dire effectivement, est-ce que les entreprises sont essentielles dans le changement ou est-ce que c'est plutôt les politiques ou est-ce que c'est plutôt les individus? Donc on parle souvent dans les fresques d'ailleurs de ce triangle de l'inaction entre ces trois piliers. En fait, il faut que tout le monde avance. Il ne faut pas se poser la question est-ce que les deux autres avancent ou pas. Il faut que chaque bout du triangle avance et entraîne les deux autres. Donc peu importe par quel angle on prend, il faut faire des choses. Et donc en fait, voilà. Donc moi je savais que dans l'entreprise, il y a des besoins de changer la culture sur l'environnement, sur le climat aussi.
Et donc, même une entreprise, j'ai découvert que voilà, même une entreprise qui travaille dans le monde de l'énergie, tous les employés n'ont pas en tête tous les ordres de grandeur sur le climat. Alors que, bon, voilà, c'est quand même du calcul assez rapide, mais il y a encore ça à amener. Et puis, donc voilà, donc moi, j'ai fait mon apprentissage, en fait, via un master en alternance. Et donc là, voilà, je posais beaucoup de questions, je regardais ce qui se passait dans l'entreprise. Et je voyais qu'effectivement, donc c'est une entreprise qui a fait un gros changement culturel sur tout ce qui est santé et sécurité depuis 10-15 ans, parce que voilà, c'est les normes qui ont évolué, enfin, c'est normal. Et ben maintenant, il faut qu'il se passe la même chose sur le climat, parce que c'est pas encore là, c'est pas encore mature, les gens sont pas encore dans cette culture d'y penser tout le temps. Et donc voilà, moi j'ai un poste aujourd'hui où normalement sur ma fiche de poste, je suis plutôt en support à plein de projets menés sous Paris, donc je vais faire voilà, des procédures, gérer les KPI, donc les indicateurs en environnement, puis essayer d'améliorer les choses un peu au niveau macro. Mais quand j'ai été embauchée, j'ai demandé aussi à augmenter cette part d'avoir un peu une carte blanche pour voir comment je peux faire pour changer les mentalités. Et c'est là où j'ai mis la fresque sur la table, parce que ça faisait déjà depuis mon apprentissage que j'en parlais. J'étais fresqueuse avant d'arriver chez Technip. Et voilà, la question c'était comment ramener la fresque. C'était au bout d'un an et demi d'apprentissage et voilà, de tâtonner un peu, tâter le terrain et voir ce dont l'entreprise avait besoin. Moi, quand on m'a proposé un CDI, j'ai dit que voilà, il fallait que je ramène aussi cette partie-là de sensibilisation sur mon poste parce que j'avais identifié ce besoin aussi et c'est ça que je pouvais apporter à l'entreprise. Alors justement, là tu as commencé à l'évoquer un petit peu. Comment as-tu réussi à convaincre ta direction, ta hiérarchie, voilà, du bien fondé de cette démarche qui était, comme tu l'as dit, en dehors de ta fiche de poste. Voilà, comment est-ce qu'on peut convaincre sa hiérarchie de s'impliquer dans ce type d'action qui consiste à déployer à la fresque de climat et voilà, progressivement à grande échelle. Donc c'est quelque chose d'ambitieux. C'est en plus de ton travail, on va dire. Voilà, comment ta hiérarchie a réagi, comment tu as pu la convaincre, et également voilà, comment tu as pu aussi embarquer des collègues parce que tout seul on a du mal à avancer dans la durée. Voilà. Comment tu as pu embarquer ta hiérarchie et tes collègues sur cette initiative? Je vais insister sur ce point que en fait, ça ne s'est pas fait tout seul. Et aussi, ce qui est important, c'est que c'est pas un projet que j'avais derrière la tête en arrivant. En fait, j'ai tout construit au fur et à mesure. C'est aussi au contact de mon équipe, au contact de tous les gens que j'ai rencontrés, parce que j'étais en interface avec tous les différents services. J'ai un poste où j'ai la chance de pouvoir aller discuter avec plein de métiers différents. Et donc, ça s'est construit vraiment petit à petit. Donc, moi, je suis arrivée, j'avais déjà connaissance de la fresque, je faisais des rentrées climat et des fresques pour mes alumni Gazar, déjà sur mon temps personnel. Et je pense qu'au début, ça a commencé juste comme ça, j'en parlais, je disais, moi, je fais ça sur mon temps perso, c'est vraiment chouette, je trouve ça intéressant. On avait commencé à en parler avec ma chef à l'époque, mais c'était pas le moment parce que l'entreprise était en train de se réorganiser. Voilà, c'est pas encore très très mûr comme terrain. Et donc, presque un an et demi plus tard, donc après la fin de mon apprentissage, on continue à en parler régulièrement parce que moi je posais aussi des journées pour aller faire des rentrées climat, donc c'était toujours présent, quoi. Je le cachais pas, c'était aussi des sujets de conversation. Et donc, au bout d'un an et demi, on a pris le temps avec mon équipe de faire une fresque ensemble. C'est moi qui ai animé. Et puis, bon, voilà, c'est quand même, moi, je travaille dans l'équipe HSE. Ils ont l'habitude de faire des formations. C'est aussi eux qui ont contribué justement à amener la culture santé-sécurité. Et puis, le E, il est en train de rattraper aussi, pas le retard, mais bon, voilà, il est en train de se déployer aussi. Et donc, je pense que j'étais au bon endroit aussi dans cette équipe HSE qui est opérationnelle pour tester cette fresque. Et donc, c'était déjà validé par mon équipe, par mes propres collègues. Et donc, rapidement, on a eu l'occasion d'en parler au management et de tester aussi avec le management. Et puis, voilà, comme c'était le bon moment cette fois-ci, que la boîte s'était réorganisée, qu'on avait une nouvelle présidente Technip France qui était aussi très à l'écoute de moyens de pouvoir écouter les collaborateurs, écouter ce que les employés ont à dire. En fait, la technique, c'est qu'on s'est dit, on se lance, donc on a besoin de tant d'animateurs internes
Et là, on les a recrutés vraiment au volontariat complet. Enfin, on en a parlé un peu du bouche à oreille avec les gens qu'on connaissait, qu'on savait qu'ils étaient très engagés sur le climat. On est allé chercher des gens de plein de profils différents. Il y a des gens qui sont aux achats, il y a des ingénieurs purs et durs process, bien techniques. Il y a des gens qui sont à la finance, il y a des directeurs, enfin, des project managers. Et on a juste trouvé des gens motivés, peu importe leur profil. On leur a fait faire une première fresque et si ça leur a plu, enfin ça leur a tous plu, et ben ils nous ont dit ok, on est motivés pour l'étape d'après, on veut bien se faire former à l'animation, et c'est là qu'on a commencé à déployer petit à petit. Et sinon voilà, donc on n'a pas de, moi je suis pas partie avec un plan global, on a dit qu'on testait sur Paris. La direction nous a quand même dit ok, bah faites un test ambitieux, voilà, on va essayer de faire 1000 participants en 2022. Et on a commencé donc en avril et terminé en décembre à 1350, en comptant quelques participants externes, donc des stagiaires, quelques clients, quelques partenaires qu'on a invités. Et ce qui est chouette, c'est que voilà, on n'avait pas de plan derrière la tête. On a fait notre démonstration au niveau Paris avec mon super collègue Jérémy, parce que je crois qu'il nous regarde, donc oui. J'ai fait un coucou. Et ça, c'est remonté un peu aux oreilles du groupe, parce que nous, on est juste au niveau France, enfin juste, mais on avait un centre à Marseille, un centre à Lyon, un centre en France. On a réussi à fresquer quelques collègues en ligne à Saint-Pétersbourg, qui étaient très contents aussi d'avoir un petit coup. Et donc, c'est remonté aux oreilles du groupe, et on a la chance là que le groupe s'intéresse à ça, qu'ils aient vu que ça crée beaucoup d'engouement, que les gens sont très contents. Enfin, il y a un feedback, un super feedback des participants. Et donc là, on a eu la chance que le COMEX s'intéresse à nous. Et donc, j'aurai l'occasion de fresquer mon COMEX demain et de pouvoir parler un peu plus. Alors, on a déjà préparé en coulisses un déploiement global sur demande du management du groupe, mais ce n'est pas encore validé. C'est peut-être en bonne voie, mais donc demain, ça sera l'occasion aussi de tester ça pour voir si ça plaît à la direction du groupe et qu'on peut lancer pour les 15 000 personnes cette année. Et c'est vraiment impressionnant hein, de voir voilà, en une année voilà, une première initiative qui voilà, débouche sur, voilà, au niveau d'un grand groupe, l'implication du COMEX et voilà, cette perspective que finalement une initiative qui part d'une personne soit validée par les dirigeants au niveau global pour devenir voilà, un des axes importants pour l'entreprise. Est-ce que tu peux peut-être nous dire voilà, qu'est-ce qui a favorisé de ton point de vue cette décision finalement, qu'est-ce qui plaît à la direction dans ce genre d'initiative? Je pense que c'est peut-être la manière dont je l'ai amené aussi, c'était vraiment moi j'étais très à l'écoute aussi des besoins, donc j'essaie de faire parler les managers pour voir les attentes et du coup de démontrer que ça allait y répondre. Et je pense que ce qui plaît, c'est que ça rend autonome les équipes. C'était aussi, voilà, cette année, le groupe a publié une roadmap sur l'ESG, donc Environmental and Social Governance. Et donc, toutes les entités se posaient la question aussi, comment est-ce qu'on va sensibiliser tous les employés à cette nouvelle perspective? Il faut que ça rentre dans la culture, il faut que ça rentre dans les habitudes. Donc, je pense que la fresque, ça tombait juste très bien comme outil pour participer à ça. En plus, en France, on a peut-être encore plus, qu'on est un des centres européens de technique, on a encore plus d'ambition sur tout ce qui est climat et réduction carbone, voilà, peut-être encore plus d'obligations. Et donc, ce qui plaisait, c'était que voilà, c'était un outil où ça permet d'écouter les gens. Et en fait, moi, le programme que j'ai proposé et qu'on a mis en place cette année, c'était pas seulement de faire des fresques et puis après, c'est bon, on laisse tranquille les gens. C'était qu'en fait, tous les participants, à la fin, ils proposent des idées et que nous, on a fait un système pour que toutes ces idées, je les collecte, je les stocke et en fait, je les analyse. Et le deal qu'on a fait et qui a été réalisé, c'est que ces analyses, voilà, on retire un peu les conclusions des idées proposées, qu'on les propose au management et que le management les regarde là pour les intégrer pour les objectifs 2023. Donc, je pense que ce qui plaisait au management, c'était voilà, d'avoir cette participation aussi, d'avoir un peu, pas prendre des décisions par eux-mêmes et les imposer aux employés, mais aussi de dire, voilà ce que vous nous avez proposé, c'est une discussion, on regarde ce qu'on peut faire ensemble. Sachant que l'écueil, le risque dont le management avait un peu peur aussi au début, c'était, ah ouais, mais
c'est sûr on va créer beaucoup d'attentes. Les gens, ils vont avoir une super ambition. Est-ce que c'est sûr qu'on va pouvoir répondre à tout ça? Est-ce que ça va pas trop inquiéter aussi les ingénieurs? Est-ce qu'ils vont pas être en dépression? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais voilà, force est de constater que dans tous les cas, enfin, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, il y a une dissonance cognitive, c'est sûr. Donc, en fait, c'est mieux d'en parler. Comme ça, au moins, on est dans le dialogue, on est dans la discussion et on peut aussi voir ce qu'on peut faire tous ensemble. Alors, voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu peux un peu te projeter, parce que enfin, déjà, ce que tu as fait en un an est très impressionnant. Est-ce que tu peux te projeter en termes de perspective et également, alors c'est une des questions qui est sur le chat, quel impact tu penses que peut avoir cette initiative sur la transformation de l'entreprise, puisque c'est l'objectif, évidemment. Alors, pour me projeter en termes de déploiement de fresques, c'est ça? Voilà, là, il nous reste, on est encore mandaté pour, au moins niveau France, encore faire 1000-1500 personnes pour terminer un peu les équipes France au total. Et puis, si jamais notre plan de déploiement est bien validé comme ce qu'on a proposé, l'idée, c'est que voilà, 12 000 personnes, en formant encore des animateurs en interne, c'est assez facilement atteignable d'ici 2025. Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont encore plus ambitieux. Hein. Il y a EDF qui s'est engagé à fresquer ses 165 000 collaborateurs. Ils sont déjà à 45 000. Donc nous, je pense qu'on peut se débrouiller pour faire 15 000 déjà d'ici 2025. Donc ça serait vraiment l'ambition. Enfin, nous, c'est ce qu'on a proposé pour le groupe. Et puis, voilà, les impacts à minima, et ça a déjà commencé en France, et je pense que ça marchera dans tous les centres, c'est qu'on amène ce changement de culture sur le climat. Donc, ça participera au changement de culture sur l'environnement en général, parce qu'effectivement, on a déjà des questions en France qui arrivent. Bon, et après, celle du climat, on fait quel autre? Est-ce qu'on va faire la biodiversité? Est-ce qu'on va faire les océans? Est-ce qu'on va faire d'autres sujets? Peut-être qu'on fera autre chose que des fresques, je ne sais pas encore, mais c'était vraiment une belle ouverture pour ramener les autres sujets des autres limites planétaires, parce que même si on fait de l'énergie, les gens ils se rendent compte que on fait des déchets, on utilise de l'eau, et puis ça permet d'ouvrir tout ça. Donc voilà, minimum un changement de culture, en faire quelque chose de beaucoup plus normal à réfléchir dans les différents métiers, les différents projets qu'on fait. Et puis l'attente aussi que ça implique beaucoup les employés. En fait, l'attente, ça n'existe pas tellement en fait dans mon entreprise, un outil d'engagement aussi massif. Alors évidemment, il y a des consultations sur certains sujets, mais là, il s'agit quand même d'engager les gens à proposer des idées. Donc, on développera aussi cette partie-là pour que les gens puissent proposer pas juste des notions sur un post-it, mais peut-être des idées un peu plus élaborées pour encore plus pousser la notion d'engagement auprès de l'entreprise. Et puis, moi, c'est mon espoir personnel. Peut-être qu'un jour, ça fera réfléchir assez de monde pour que ce genre d'entreprise réfléchisse à faire plus que du business, mais aussi, voilà, peut-être devenir une espèce de société à mission, comme ça existe en France déjà, et réfléchir plus largement avec son écosystème, qu'est-ce qu'on apporte à la société, qu'est-ce qu'on apporte à l'humanité, quoi. Mais en fait, si je peux rajouter par rapport à ce que tu dis, Tamara, en tant que dirigeant et en tant que fresqueur, on est dans les deux sens. Moi, en tant que dirigeant, je voyais d'énormes intérêts à ce qu'on fasse des fresques dans l'entreprise. Donc, des bénévolats comme ça, je les aurais volontiers à accepter. Donc, en fait, j'ai été fresqueur moi-même, j'ai commencé à déployer, et puis ensuite, il y a toute une équipe exactement la même chose qui se sont mis à faire des fresques tout seuls. Et pour moi, c'était vital en tant qu'entreprise que le plus vite possible, on a toute l'entreprise qui soit fresquée parce que ça amène tout simplement un langage commun. Ça amène une base de communication commune. On n'a plus besoin de discuter sur est-ce que tu as bien compris la même chose que moi. Et ensuite, ça solidifie forcément les idées qui vont se mettre en place, les actions, parce qu'elles vont être basées sur une même compréhension des enjeux. Et donc, effectivement, j'ai eu la même démarche de demande. Oui, mais on a fait la fresque du climat, mais il faudrait qu'on fasse aussi le numérique, il faudrait qu'on fasse aussi la biodiversité. C'est dans la même logique, c'est en fait amener au même niveau de compréhension pour qu'ensuite on puisse dégager les actions. Et c'est ça qui fait la force
la réussite. Donc, en fait, quelqu'un a dit, je l'ai vu tout à l'heure, qu'à l'origine, la fresque du climat n'a pas été inventée pour l'entreprise. On est venu, grâce à des exemples comme le tien, on est venu dans l'entreprise. Il a vraiment coupé son micro, là. Il y a un bruit de fond, si vous pouvez couper. Merci. Et en fait, on est rentré dans l'entreprise avec cette idée-là qui montre bien justement l'enjeu de ce soir, c'est-à-dire comment on sensibilise dans les deux sens. Et il faut faire très attention en fait à la manière de défresquer et dans l'entreprise, puisque il faut donner le crédit de l'action individuelle, mais aussi la ramener dans l'entreprise. Donc c'est ça ton exemple là de collecter les informations et de les piloter en fait, l'enjeu va être comment on priorise. En fait, comment on priorise toutes ces questions et toutes ces idées, parce qu'il y a 1000 idées ou 10 000 idées, et puis après, il faut les mettre en... Donc là, l'enjeu, c'est justement de faire travailler le collectif. Puisqu'on a la même base de compréhension, ben on peut avoir la même manière de décider quelles sont les bonnes décisions. Et moi, mon conseil, c'est de faire une partie de ce chemin avant que le COMEX se décide. Encore une fois, dans la même logique de ce soir, on pousse de l'intérieur. Donc rendez-vous demain avec le COMEX. C'est ça. J'ai une question, il y en a sûrement dans le chat que Simon va relayer. Est-ce que tu as des conseils pratiques, Tamara, à donner aux participants qui souhaiteraient, comme toi, se lancer parce qu'ils ont vu que c'est possible, et donc ils ont vu aussi que c'était plutôt bien vu. Je crois que voilà, tu es toujours chez Technip, voilà, ça se passe bien, c'est accepté bientôt, peut-être au plus haut niveau de la hiérarchie. Est-ce que tu as des conseils pratiques à donner, notamment par rapport à des difficultés que tu as eu à surmonter? Voilà, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais Alors, pour préciser, alors, ça se passe bien, mais c'est pas non plus directement on vous accueille à bras ouverts et puis trop cool, venez faire votre. Enfin, ça commence à être connu, mais bon, faut quand même continuer à être à l'écoute des discours en face et bien s'adapter. Moi, ce que je dirais, c'est d'abord ça, c'est aussi voilà, moi j'en parlais déjà à titre perso parce que moi c'était aussi mon démontrer que moi personnellement ça m'engage et ensuite proposer qu'on puisse le faire. Ça avait une certaine logique aussi. Et quand j'ai vu qu'au début ça bloquait un petit peu, voilà, je ne les ai pas brusqués, j'ai un peu laissé du temps, j'ai fait confiance à des gens à qui j'en avais parlé, je sentais que ça leur parlait aussi, que pour le moment c'était bloqué. Je pense qu'il faut faire attention aussi au timing et quand même persévérer, mais voilà, en ayant une posture bienveillante et en montrant que voilà, ça va être plutôt positif sans forcer les choses. Et voilà, moi, je me suis beaucoup adaptée aux demandes en face, à l'environnement en face, à l'organisation. Et par contre, ce qui ne vous empêche pas de faire, et moi, m'a donné une grande force, c'est si ça vous motive vraiment. Moi, la force de la fresque, c'est qu'il y a une communauté externe, il y a une communauté citoyenne, enfin, d'asso. Moi, j'ai toujours continué à fresquer à côté et ça me fait rencontrer des gens. Ça me fait aller sur des événements aussi un peu à part où c'est plein de choses où on fait du réseau, on se relaye plein de choses différentes. Donc, par exemple, j'avais eu l'occasion en fait de rencontrer Raphaël la toute première fois sur un événement que j'avais vu qui était un truc un peu écolo, voilà, sur un week-end, mais ça nous parlait déjà et déjà j'avais déjà invité ma chef à participer. Donc, on n'avait pas encore mis en place tout ça. Et donc, moi, je pense que si c'est vraiment quelque chose qui est personnel aussi pour vous, qui vous engage, en fait, tout ce que vous allez faire à côté, c'est pas que la vie pro, quoi. Ça va aussi vous nourrir, ça va vous faire des rencontres, du réseau. Et ce qui est important, c'est de trouver ces personnes aussi après en entreprise. C'est pas forcément dans votre service, c'est peut-être dans des services complètement différents, ou voir même des gens qui sont externes à l'entreprise, mais partie prenante. Il y a plein de... En fait, il faut juste trouver des appuis. Et au fur et à mesure, les points bloquants vont se débloquer. Donc, moi, ce que je dirais, c'est voilà, être assez confiant parce que le modèle marche, c'est démontré dans plein d'entreprises différentes. Vous pouvez aussi aller voir ce qui se fait dans d'autres entreprises. Moi, j'avais assisté déjà à des webinaires Alumni for the Planet pour d'autres entreprises qui ont mis en place la fresque et j'ai appris plein de choses. Regardez voilà, un peu ce qui se fait dans le même secteur, chez les autres parties prenantes, chez les clients. Et voilà, c'est beaucoup en parler, mais avec bienveillance. C'est ça surtout mon conseil. Merci beaucoup, Tamara. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, ça y est. Alors, il y a aussi beaucoup d'informations qui s'échangent entre les participants, notamment sur les différents formats de fresques
en distanciel, présentiel, etc. Donc, profitez-en parce qu'on parle beaucoup de la fresque du climat, mais il y en a d'autres, de la biodiversité, des océans et des récits aussi. Donc, profitez de ces échanges. Il y a des liens également qui sont transmis. Alors, une question de Vincent Pépens. Comment réussir à combattre les fausses bonnes idées du point de vue environnemental provenant parfois de la méconnaissance de nos collaborateurs ou du greenwashing de nos fournisseurs? Ça, il faut des compétences en interne. Nous, alors j'ai pas d'exemple moi très concret en tête, mais il y a quand même, voilà, nous, je sais que moi dans mon entreprise, il y a pas mal de compétences qui sont déjà là. Nous, voilà, on fait du design d'usine, donc les gens qui calculent, on sait faire. Et les gens qui calculent des empreintes carbone sur des équipements, des matériaux, on a aussi. Donc après, il y a déjà ça en interne à vérifier. Puis sinon, après, c'est aussi passer par des organismes de certification externes, demander des études aux fournisseurs, demander des preuves, ce genre de choses. L'autre réponse, c'est effectivement personne n'a une seule réponse. Donc, s'allier avec d'autres pour comprendre, pour vérifier, pour avoir d'autres points de vue. Et après, je pense qu'il y a un conseil qui va sembler bizarre, c'est qu'il faut se jeter à l'eau. On n'a pas les réponses à tous les enjeux actuels et donc peut-être qu'on va faire quelque chose qui ne marchera pas, qu'il faut reprendre derrière et changer. Mais c'est mieux que de ne rien faire. C'est un peu la question là, de départ. Qu'est-ce que veut dire l'action ou l'inaction? Il faut prendre le temps, effectivement, mais de tout vérifier va peut-être créer de tout geler. Donc, de temps en temps, il faut dire, OK, on essaye, on validera ça dans 6 mois, si ça a marché ou pas. Et ça permet justement de donner confiance qu'on peut avoir des idées et pas juste, on doit tout valider par un comité qui ne va jamais décider. Alors, encore 2 autres questions. Question pour Tamara. Quelles seront les actions après le déploiement de la fresque? Quelles actions phares sont envisagées? Si tu peux déjà les dévoiler, je ne sais pas. Alors, je ne pourrais pas officiellement m'engager sur des actions parce que là, on n'a pas eu. Là, on est en janvier, hein, donc là, c'est la période des objectifs, mais nous, il n'y a encore rien qui est sorti d'officiel. Par contre, je peux donner quelques exemples d'actions qui étaient proposées par les participants et que nous, on a transmis à la direction. Alors, il y a un peu de tout, hein, mais ça va de l'exemple de, effectivement, il faut remettre des ressources sur tout ce qui est équipe, environnement, avoir plus de gens sur projet dédiés à ces sujets et renforcer en fait les moyens. Ça, c'est assez basique, mais ça marche. Ça peut aller aussi il y avait des propositions assez concrètes sur mieux sélectionner les fournisseurs, mieux sélectionner les partenaires avec qui on travaille. Il y a aussi énormément de propositions sur dire, oui, effectivement, il faut qu'on prenne peut-être un peu plus d'investissement sur tout ce qui est design, parce que nous, on design des usines, donc le plus gros de l'empreinte carbone, évidemment, ça va être sur le fonctionnement de notre produit, en fait, le fonctionnement des usines. Et donc là, il y a tout un tas de propositions de design spécifiques à notre branche qui est plutôt le gaz. Donc ça va, de sujets assez techniques comme ça, mais ça peut, on a eu un paquet de propositions aussi sur la vie au bureau, la manière de se déplacer, évidemment. Il y a pas mal de propositions, il va falloir arrêter de prendre l'avion, il faut le prendre différemment, ou peut-être, il y a des choses qu'on peut faire maintenant à distance. Bon, ça, c'est des trucs, c'est très petit, hein, mais il y a de tout dans les propositions. Et puis, il y a aussi des choses intéressantes comme, les employés sont demandeurs d'avoir plus de formation, d'avoir plus de spécialisation sur les sujets de la transition énergétique, la transition écologique. Et il y a une demande que moi j'aime beaucoup aussi, que je trouve qui marche bien avec la fresque, c'est d'avoir plus de communautés, plus d'échanges, créer aussi un lien fort entre les employés de tout le groupe international, parce que c'est comme chez Raphaël, on est un peu partout. Pas aussi gros, mais un peu partout. Et moi j'ai bien aimé aussi cette demande de créer une communauté là où les gens peuvent échanger sur aussi leurs engagements personnels, ou au moins à titre individuel dans chaque branche, quoi. De créer un groupe, quoi. Voilà. Ce genre de proposition. Je voudrais signaler que Florian vient de mettre dans le chat le lien vers le sondage
Voilà, donc merci de le renseigner. Ça prend quelques minutes. Hein, ça nous aidera à mesurer l'impact et améliorer régulièrement nos webinaires. J'en profite pour apporter également de mon côté un élément de réponse qu'on trouve souvent dans les webinaires que l'on organise. Une des actions qui est menée souvent, c'est déjà de faire un état des lieux de l'impact environnemental de l'entreprise, et en particulier de l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle le bilan carbone, qui n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises, hein, c'est obligatoire que pour les grandes entreprises, et encore, ce n'est pas obligatoire sur l'ensemble du scope. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand une entreprise prend l'initiative de faire son bilan carbone complet, donc en scope 3, hein, donc avec l'impact sur toute la chaîne de valeur, que ce soit en amont ou en aval, et c'est souvent à partir d'initiatives comme la fresque du climat ou d'autres, quelque chose qui se fait, donc c'est un impact très concret, c'est voilà, faire l'état des lieux pour comprendre voilà, là où il faut mettre l'effort, sur quelles activités il faut ensuite mettre l'effort pour réduire l'impact carbone de l'entreprise. Voilà, c'est souvent à partir de là que l'entreprise élabore une stratégie bas carbone. Hein, et donc, voilà, et pour faire ces bilans carbone, vous pouvez avoir l'aide de beaucoup de consultants qui sont dédiés à ça. Sur le site de l'ADEME ou sur le site de l'association Bilan Carbone, vous trouvez tout ce qu'il faut. Simon, il y a d'autres questions? Oui, tout à fait. Alors, de Jean-Luc, une question concernant la fresque, toujours. Donc, l'impulsion de la fresque a l'air de bien prendre, c'est-à-dire d'intéresser, d'acculturer, voire de motiver. Comment ensuite entretenir la flamme pour passer dans le concret? On a un peu abordé déjà cette question, mais c'est sous une autre forme. Ben en fait, moi, de mon côté, je pense que la fresque est un incontournable. Il faut commencer par ça pour acculturer. Je pense que le terme était le bon. Mais par contre, il y a toute une série d'autres fresques qui peuvent être utilisées. L'atelier d'automne, par exemple, qui va plus loin sur l'individu et sur sa manière de contribuer. Et puis, en fait, si dans l'entreprise, vous réussissez à faire ce que fait Tamara, c'est-à-dire que vous allez automatiquement créer l'envie de mettre en place la feuille de route, qui est la somme des actions qui ont été choisies pour l'année 2023-2024. Donc, c'est une manière de donner de la récurrence, de donner visibilité à ça, pour que justement, ça continue naturellement, en fait, ça devienne quelque chose de naturel et pas un événement extraordinaire une fois dans l'histoire de l'entreprise. Après, voilà, nous, on est encore en train de travailler, hein, parce que c'est toujours work in progress, hein, c'est quand même juste le début. Faut se dire aussi que, voilà, nous, on va faire une plateforme pour récolter les idées. Ça va être ouvert non-stop, donc ça sera accessible aussi après la fresque. Et l'idée, quelque part, ça sera que les gens peuvent proposer des choses où l'action est du côté de l'entreprise et attendre une réponse pour voir est-ce que l'entreprise va faire l'action ou pas. Mais les gens peuvent aussi proposer des choses qu'eux-mêmes peuvent mettre en place. Donc, il y a plusieurs niveaux. Soit ils sont responsables de telle ou telle action déjà au sein sur leur poste. Mais il y a des choses aussi où les gens peuvent progresser ou proposer des actions personnelles en plus. Ça peut être des choses qu'on peut juger plus petites en termes d'individus, parce qu'il y a des gens qui peuvent proposer, par exemple, des plateformes de covoiturage, mais ça pourrait être une initiative personnelle aussi sur un centre, de dire, moi, je vais devenir animateur de fresque du climat, ou moi, je vais ramener une autre forme de sensibilisation, ou des choses comme ça, des choses où on ne peut pas mesurer directement l'impact, mais qui vont avoir un impact plus long terme, etc. C'est juste des exemples. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est aussi que voilà, ça vivra après, parce que la liste d'actions qu'on va mettre en place, on va faire une plateforme pour que tous les employés voient tout ça, ça va vivre même sans la fresque, parce que toutes les actions, elles ne vont pas se faire dès que la fresque est faite ou 2 ans après. Il faudra que ça vive dans le temps, et ça n'empêchera pas les gens de revenir faire des propositions, etc. Et puis avoir, nous, ça reste quand même le début de la culturation, donc à voir si on proposera d'autres ateliers pour venir compléter les premières idées. Pourquoi pas, je sais qu'il y a déjà, nous, un organisme d'innovation interne, donc il y aura sûrement des éditions, il y en a déjà une, mais dédiée vraiment à des possibilités d'innovation en interne. On peut avoir des porteurs de projets, donc ils peuvent aussi se mettre sur des sujets comme ça, que ce soit des sujets technologiques, R&D, ou des sujets plutôt de communauté, de vie et d'employés, quoi. Oui, enfin, ce qui est clair, c'est que tu as créé une dynamique voilà, très forte et voilà, qui va évoluer. Et voilà, c'est très intéressant. En tout cas, je trouve d'avoir relié la fresque à cette boîte à idées qui va remonter et qui va alimenter tout un tas d'actions dans la durée.
Donc, je redis que vous avez la possibilité, et vous y êtes amicalement encouragé, à renseigner en quelques minutes le sondage qui est en ligne. Je repasse la parole à SVP Simon. Oui, alors on a beaucoup d'échanges, hein, c'est assez riche, beaucoup de conseils, d'informations aussi, d'appels à contribution ou à participation à des fresques qui sont organisées dans la région, donc c'est parfait. Une question sur le coût des risques climatiques. Alors, il y a en particulier un participant qui nous pose la question suivante. Je bloque, dans mon entreprise, je bloque dès que la solution plus sobre en émissions de CO2 a l'inconvénient d'être aussi beaucoup plus chère que les autres. Et il pose la question derrière, combien d'euros par tonne de CO2 économisé serait pertinent? Donc, est-ce qu'on a aujourd'hui dans cet arbitrage entre la décarbonation et le coût à des solutions pour atteindre cette décarbonation, est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple, chez Technip, chez Caterpillar, est déjà utilisé couramment et on sait arbitrer entre des investissements et des économies de CO2? Très bonne question. Moi, je pense que j'aurais pas de réponse toute faite encore parce que, en fait, nous, notre entreprise vient de calculer son scope 3. Donc, déjà, voilà, c'est pas obligatoire, mais donc, ça sera publié en mars prochain. Ça sera accessible ça sera une donnée publique, hein, selon les publications extra-financières européennes. Et donc, je m'attends, enfin, normalement, dans cette roadmap, ils publieront aussi des objectifs de réduction. Donc, en principe, il faudra bien que ça s'appuie sur un critère interne. Par contre, je pense que c'est assez dur à dire, déjà, entreprise par entreprise. Je sais qu'il y a nous, on a des gens dans notre secteur qui ont mis un prix du carbone en interne, pour Saipem, c'est un de nos concurrents. Après, nous, c'est pas quelque chose qui est encore en place, mais j'imagine que ça sera envisagé éventuellement pour répondre justement à des objectifs. Il va falloir chiffrer tout ça. Alors, Jérôme, qui a posé la question, lui, évoque est-ce que le chiffre de 100 euros par tonne est raisonnable ou pertinent? C'est dur à dire secteur par secteur, ça dépend beaucoup. Donc, je pense que c'est. Oui, ça dépend des secteurs. Par contre, je pense qu'il y a une bonne occasion de rebondir sur une autre question, puisque le temps est imparti, c'est la CSRD, où quelqu'un dit, mais pourquoi vous parlez que de la fresque et ne parlez pas de ça? En fait, la CSRD, donc, c'est un acronyme parmi tant d'autres, hein, mais c'est effectivement la réflexion, Michel m'en a parlé tout à l'heure, sur le fait que les entreprises devront faire du reporting au-delà de l'aspect profit et donc de l'aspect non financier. Et ce qu'on appelle la triple comptabilité en langage classique, le l'ESG, donc Environmental, Social and Governance. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau normatif, au niveau européen et au niveau France, pour que justement les entreprises doivent faire le reporting. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, comme l'a dit Michel, dans tout le process, mais ça va le devenir. Donc moi, j'ai énormément confiance que tout ce qui est en train de se passer va aller dans le sens de l'histoire qui est il va falloir faire du reporting, il va falloir mélanger les indicateurs financiers et non financiers. Donc, typiquement, cette question-là de la tonne de CO2 va venir sur la table progressivement pour chaque entreprise. Mais c'est la même chose pour la partie biodiversité, c'est la même chose pour la partie ressources planétaires. C'est ça qui est la responsabilité de l'entreprise pour évoluer correctement. Et donc, dans ce domaine-là, il y a d'autres fresques ou d'autres activités qui pourraient vous aider à aller de l'avant. Et donc, les gens des finances qui nous écoutent doivent se dire tiens, mais nous, on n'a pas parlé de nous, comment on va faire? Mais en fait, typiquement, c'est une occasion, cette plateforme-là va exister, elle va forcément vous donner l'opportunité d'engager, de faire écouter la direction sur des sujets qui ne sont pas forcément sur la table aujourd'hui. Bien, je vous propose de conclure ce webinaire. Quelques mots d'abord de remerciement à nos deux intervenants de choc qui ont apporté un témoignage très inspirant, très éclairant. Et donc, merci beaucoup Raphaël et merci beaucoup Tamara. J'espère que leur intervention et les échanges autour de leur témoignage vous auront démontré ce que je disais au tout début, c'est que, et ce qui a été rappelé à de nombreuses reprises, c'est qu'il est possible
pour vous de vous engager au sein de votre entreprise pour contribuer à sa transformation au-delà de votre fiche de poste. C'est nécessaire, c'est attendu de vos dirigeants, c'est possible. Hein, vous avez le témoignage très concret de Tamara et vous voyez combien une action individuelle au départ peut prendre de l'ampleur et très vite avoir potentiellement un impact très important à l'échelle de l'entreprise. Donc, encore une fois, merci à ceux qui ont également renseigné le sondage. Si vous n'avez pas pu le faire, n'hésitez pas à le faire juste après le webinaire. C'est important pour améliorer en permanence nos webinaires, avoir le maximum d'impact. Un très grand merci, bien sûr, à l'association des alumni des arts et métiers, la SOS, qui a co-organisé ce webinaire avec nous. Merci à son président, à sa vice-présidente, à son délégué général et encore un grand merci aux 2 chevilles ouvrières, Simon Guillaume et Gérard Capelli, qui ont aidé au montage de ce webinaire. Merci pour votre participation et bien sûr, au nom d'Alumni for the Planet, nous vous encourageons très vivement, à court terme, à engager des actions avec vos collègues pour aider à la transformation de votre entreprise autour des enjeux du climat et de l'environnement. Merci pour votre participation et je l'espère à bientôt pour de nouveaux webinaires d'Alumni for the Planet.